Au début du printemps 1965, l'abbaye de Royaumont, située dans le nord de Paris. C'est dans ce monastère que prendra fin la vie d'un vieil homme. Rejetant tout traitement médical, il refusa ensuite de se nourrir. Rien ne raison sort de là. Il quitte le monde avec sérénité et détermination. Le plus surprenant est qu'il n'ait voulu laisser la moindre trace dans ce monde. Avant de mourir, il demande à son exécuteur testamentaire de brûler tous ses manuscrits et correspondances. De même qu'il n'a pas voulu laisser de traces, il a demandé que son corps soit donné à la faculté. C'est un homme qui laisse une œuvre dans la pénombre, en quelque sorte. 16 ans plus tard, son nom apparaît dans la traduction française d'un roman classique chinois, Le rêve dans le pavillon rouge, le roman le plus célèbre de la Chine ancienne. Le nom d'Ormond est indiqué comme le correcteur de cette version française. En 1981, la version française du Rêve dans le pavillon rouge est publiée par les éditions Gallimard dans sa prestigieuse collection La Pléiade. C'est un texte qui représente l'effort d'une vie, ou quasiment. C'est assez éblouissant comme œuvre. C'est une mine de connaissances, d'informations et une grande richesse. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les transformations sociales et économiques agitent la société parisienne. Dormont cherche sa place dans un monde en proie aux tourments séculaires. À 19 ans, il commence à étudier le chinois. L'année 1906, quand Dormont apprend que Zaifang, le second prince Chun à la cour impériale, cherche un professeur de français pour enseigner à ses enfants, il saisit l'opportunité et embarque alors pour la Chine. Dormont va alors profiter de chaque moment de sa vie en Chine. Il se réfugie alors dans la lecture des œuvres classiques chinoises. Dormont parle chinois avec élégance. Il est passionné par les études en sinologie. Il est conseiller de la politique extérieure du maréchal Yuan Shikai, professeur à l'université de Pékin, membre du conseil de l'université franco-chinoise de Pékin et directeur de l'Institut franco-chinois des études sinologiques. Toutes les connaissances qu'il a accumulées en Chine pendant 50 ans lui serviront au cours des 10 dernières années de sa vie. Imaginons un instant la mélancolie d'un homme qui marche une dernière fois dans les rues de Pékin en l'an 1954. Les jours où il pouvait discuter et rire librement avec les intellectuels chinois ne sont plus. Il est considéré comme un Chinois, mais doit désormais retourner dans son pays natal, qui lui est aujourd'hui tellement étranger. On voyait bien qu'il y avait peut-être des regrets de cette vie qu'il avait connue avant, cette vie complètement différente, quoi. Donc il est tout à fait représentatif de cette époque où les sinologues habitaient en Chine, vivaient au milieu du peuple chinois. À l'abbaye de Royaumont, la chambre 109 au premier étage est exiguë. Elle garde son aspect d'autrefois, comme si André Dormont venait de la quitter. En 1954, quand Dormont arrive à Royaumont, ce monastère qui avait survécu à l'usure 8 siècles durant est devenu un centre culturel international. Au centre culturel de Royaumont, les artistes vont et viennent, personne n'y séjourne longtemps. Seuls les rendez-vous du mardi vont perdurer. Un jeune homme, répondant au nom de Li Zhehua, fut l'étudiant d'André Dormont en Chine. Grâce à la recommandation d'André Dormont, il put venir étudier en France. À cette période, il s'adonne à la traduction du Rêve dans le pavillon rouge et Dormont s'occupe de la correction de cette version française.
Le travail de traduction est long et laborieux. Pendant 10 ans, tous les mardis après-midi, Li Zhehua se rend à Royaumont. Ces rendez-vous du mardi ont duré 10 ans sans interruption. Et une fois que l'on ferme la porte de sa chambre, Dormont retourne dans son monde chinois, comme les jours où il pouvait discuter librement avec les intellectuels chinois. Son nom après sa mort ne signifie rien pour personne. Nul n'a disparu ainsi après avoir effacé soigneusement sa propre trace sur Terre. Comme si délibérément, il avait décidé d'éviter le regard scrutateur des générations futures. Dormont voulut s'effacer de la mémoire collective. Mais il suffit qu'une personne refuse de l'oublier et Dormont ne peut complètement disparaître. Mais s'il ne laisse qu'une infime empreinte, l'on pourra s'en servir pour reconstituer le temps.